Sénégal. Seules les urgences seront prises en charge dans les structures sanitaires demain et mercredi. Autre titre à la une de l'actualité, le démarrage effectif du paiement du soutien aux ex-détenus et victimes de la période préélectorale allant de 2021 à 2024, annonce du secrétaire général du ministère de la Famille et des Solidarités que vous entendrez tout à l'heure. Nous évoquerons les mesures d'austérité annoncées ce week-end par le secrétaire général du gouvernement. Le Sénégal devra-t-il appliquer les recettes du Fonds monétaire international ? Réponse à suivre. Dans ce journal également, vous entendrez la première sortie publique de Momat Ba après son placement sous contrôle judiciaire dans l'affaire Tabaskingom. L'ancien DG de l'Aprosi et actuel maire de Nioro était dans son fief ce week-end. Et puis dans notre rubrique Point de vue, nous débattrons des mesures d'austérité annoncées par le gouvernement. À la mise en onde, Abdoulaye Diop. Souleymane Niang. Le syndicat autonome des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes du Sénégal maintient donc son mot d'ordre de grève générale. Le SAMES en mouvement d'humeur dès demain, mardi, pour 48 heures. Les 14 rencontres avec le gouvernement n'ont pas été convaincantes pour les syndicalistes qui dénoncent l'inertie des autorités face à leur plateforme revendicative. Diabel Dramé est le secrétaire général adjoint du SAMES. Il est au micro de Salimata Awa. Après analyse, il a été constaté une inertie du gouvernement du Sénégal depuis le dépôt du préavis de grève en décembre 2023, suivi d'un rappel en décembre 2024. Mais malgré 14 rencontres avec l'État du Sénégal, aucune proposition concrète n'a été actée jusqu'ici. À cet effet, le SAMES décide de tenir ce point de presse pour éclairer l'opinion nationale et internationale sur la situation préoccupante que traverse notre pays, mais également sur les conditions difficiles d'exercice de nos collègues médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes. Cette démarche vise à préserver le climat social apaisé, mais aussi à mettre l'État du Sénégal devant ses responsabilités quant aux désagréments qui pourraient survenir lors de la mise en œuvre de ce plan d'action. Devant l'absence d'actes concrets du gouvernement allant dans le sens d'un dialogue et d'un consensus pour solutionner ces revendications, le SAMES est au regret de poser le premier acte de son plan d'action qui consiste en une grève générale de 48 heures les 18 et 19 février 2025 avec respect des urgences. Demain et après-demain, donc, le SAMES était en conférence de presse ce matin à Dakar et vous l'avez entendu, il rassure que le service minimum au niveau des urgences sera respecté. Autre syndicat sur le pied de guerre, la Fédération des syndicats de santé est And Gussum, après la sortie du secrétaire général du gouvernement hier sur les voies et moyens pour une sortie de crise économique. Si le gouvernement est incapable de gérer les difficultés, qu'ils le disent une bonne fois pour toutes, disent ces syndicats. Famadion. Bien ordonné. Commence par soi-même. Chersek n'en croit pas ses oreilles. Pour le porte-parole de la Fédération des syndicats de la santé, le gouvernement tente de les distraire. Une tentative vouée à l'échec selon lui. Si on dit qu'on va diminuer les salaires, les gens seront beaucoup plus intéressés par le débat de dire que maintenant, oui, nous n'allons pas accepter qu'on réduise nos salaires, comme au temps du plan Sakholoum, du fameux plan Sakholoum. Mais nous comprenons, on ne va pas nous distraire. Ça ne changera pas notre position dans le cadre de nos revendications. Un autre syndicaliste, Malo Djadjam, le président de l'Alliance And Gussum, parle d'une sortie alarmiste. Là où on s'attendait à une augmentation des salaires, si on nous propose leur diminution, donc vous voyez que ça pose problème. D'autant qu'avec l'ancien régime, les salaires avaient été augmentés, mais ces augmentations ont été obérées par l'inflation. Donc les prix qui ont galopé, c'est comme si on n'avait rien augmenté. Pour Chersek, l'attitude de l'actuel gouvernement est tout simplement incompréhensible. S'il est dans l'impossibilité d'apporter des solutions concrètes à leur situation, qu'ils le disent. Il y a des lignes budgétaires dans les différents départements ministériels au niveau du gouvernement qui peuvent les régler. Il suffit de faire uniquement un réaménagement budgétaire. On n'a pas besoin de ressources additionnelles. Aujourd'hui, tous les contractuels qui sont au niveau du ministère de la Santé sont payés sur la base d'une ligne à hauteur de 1,2 milliard chaque mois, ce qui fait presque 14 milliards par an. Pour Chersek, les travailleurs de la santé sont plus que jamais déterminés. Ils ne vont pas accepter la moindre baisse sur leur salaire. And Gussum parle d'une situation
non envisageable. Justement, arrêtons-nous sur la réduction annoncée des salaires dans le public. Vous le savez, c'est un point qui fait partie des mesures prises dans le cadre du plan d'austérité à dérouler, en tout cas annoncé. Comment devrait se faire l'opération et qui cibler? Réponse avec Mohamed Ali Mouba. L'État du Sénégal détient un ensemble de leviers pour réduire les émoluments des fonctionnaires. Abdou Fouta Diakhoumpa, inspecteur du travail à la retraite. La façon la plus simple, c'est de revenir sur les primes, indemnités qu'on verse aux gens ou réduire la valeur du point indiciaire qu'on avait eu à augmenter sous Macky Sall en 2022. En réduisant la valeur du point indiciaire, on réduit de fait les salaires et on réduit de fait les pensions. L'initiative, s'ils sont vraiment de bons politiciens, devrait venir de leur groupe parlementaire parce que la population... En tout cas, il y a moins d'effets politiques négatifs si ce sont les députés que si c'est le gouvernement. Parce que si c'est le gouvernement, toute l'opposition va se mettre de même que la société civile, les syndicats. Réduire les salaires, mais pour l'économie Seydina Omar Seye, il faudra faire un bon ciblage. Il ne faut point aller vers des tranches sociales qui, on sait que le salaire au Sénégal c'est social pour ne pas me répéter, mais il faudra cibler des tranches sociales, des tranches de salaire qui, par exemple, dépasseraient les millions. C'est-à-dire tous ceux qui ont des salaires plus de 1 million et plus, mais il faudra drastiquement diminuer, par exemple, pour ces agents-là. Mais également, il y a l'agrégation de certaines agences publiques. Ça, c'est connu de tous et même les nouvelles autorités l'ont souligné. Il faudra vraiment les agréger tout simplement. Un bon ciblage, mais l'économiste n'est pas pour, en vérité, un plan d'austérité pour cause. Ça, c'est pas du tout pour moi une bonne stratégie. Mais encore une fois, il faudra développer des pédagogies qui permettent de ne pas apeurer tout simplement les populations. Parce que si vous regardez aujourd'hui la presse partout, on parle d'austérité qui ne dit pas son nom et cela va créer encore davantage de l'incertitude et cette incertitude aura comme conséquence des réflexions de dépenses. C'est-à-dire que les gens ne vont plus faire des dépenses et le fait de ne pas effectuer des dépenses, encore une fois, ça allait ralentir l'activité économique à des fins de point de croissance in fine. Selon Abdou Fouta Diakhoumpa, l'État doit faire attention à ne pas faire des dégâts collatéraux dans le privé, car avoir deux adversaires en même temps, ce n'est jamais bon pour un État. Parce que quand vous touchez à l'impôt, touchez à tout qui ont revenu. Ça impacte sur la masse salariale, mais ça va impacter aussi dans le privé. Mais compte tenu du fait que les syndicats sont très forts dans le privé, le bon sens voudrait que peut-être qu'ils trouvent le moyen de réduction via la baisse de la valeur du point indiciaire ou la suppression ou la réduction de certaines indemnités et primes qui n'existent que dans le privé. Le gouvernement prévoit en tout cas de réduire les salaires dans le public pour revenir à l'orthodoxie dans les finances publiques. Il prévoit aussi de lever les subventions sur l'énergie qui vont impacter nécessairement l'électricité et le carburant. Et puis vous avez entendu le secrétaire général du gouvernement dire qu'il faut que nous retournions à la vérité des prix et faire en sorte que les subventions bénéficient aux populations vulnérables. Ces annonces de Al-Aminou Lo suscitent un questionnement. Le Sénégal est-il en train d'appliquer les recommandations du Fonds monétaire international en ce sens? Boubacar Dieng a fouillé dans ses archives. En tout cas, tout porte à y croire. Prenons la question des subventions. Ces subventions, il faut qu'on se dise la vérité. Il faut que nous toquions autour d'une table et parler. La subvention à l'électricité, la subvention au carburant, tout le monde en profite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir faire de sorte que cette subvention bénéficie exclusivement à ceux à qui ça doit bénéficier, aux populations vulnérables. Ces propos du secrétaire général du gouvernement, Al-Aminou Lo, entrent en droite ligne avec les recommandations du Fonds monétaire international à l'issue de sa mission au Sénégal du 5 au 12 septembre 2024. Edouard Gemayel avait demandé aux autorités nouvellement élues de mettre en œuvre des mesures fortes avec notamment la rationalisation des exonérations fiscales et la suppression progressive des subventions énergétiques non ciblées et coûteuses pour assurer un retour rapide à l'objectif de déficit budgétaire et placer la dette publique sur une trajectoire résolument décroissante. La réduction progressive des subventions à l'énergie qui sont non ciblées et très coûteuses. C'était en juin 2024. Le chef de mission du FMI avait déclaré que lors des 3 dernières années, le Sénégal a dépensé 1800 milliards rien que pour les subventions à l'énergie et que ces subventions ont coûté en 2024 au Sénégal plus de 500 milliards de francs CFA. C'est ce qui avait amené Edouard Gemayel à demander à nos gouvernants d'augmenter les dépenses sociales et de réduire les subventions non ciblées
ciblés qui coûtent cher à notre pays. En d'autres termes, le Fonds monétaire international demandait au Sénégal de faire un meilleur ciblage dans les subventions pour les orienter sur l'éducation, la santé, entre autres. La question qui se pose est de savoir si le Sénégal va appliquer à la lettre les recommandations du Fonds monétaire international, d'autant que le chef de l'État avait déclaré qu'il n'y avait plus de marge de manœuvre budgétaire et financière, des propos confirmés par le rapport définitif de la Cour des comptes sur la gestion des finances publiques entre 2019 et mars 2024. Le collectif des amicales de l'université Cheikh Anta Diop en ordre de bataille, les étudiants comptent se battre contre les sanctions infligées à leurs camarades suspendus pour avoir réclamé le paiement des bourses pour les masters. Ils s'insurgent aussi contre la suppression des bourses d'accompagnement. Le collectif des amicales de l'UCAD était en conférence de presse aujourd'hui. Écoutons un des responsables du dit collectif, Saliou Gakou Aïdara. La bourse n'est pas une faveur, la bourse n'est pas un luxe parce que l'étudiant UCADien, comme il est présenté, c'est comme s'il était dans un certain confort et qu'il ne revendiquait que par caprice. Aujourd'hui, la rencontre visait à remettre les points sur les i, montrer que l'étudiant UCADien n'est pas un brigand. Si l'étudiant UCADien revendique, c'est parce que ces revendications-là sont cruciales, sont essentielles. En ce qui concerne la suspension des étudiants qui revendiquaient pour la bourse de Master 1, ce que le collectif a décidé, c'est de porter ce combat-là et pour qu'aucun étudiant ne soit suspendu. Parce que bien vrai que la revendication collective n'incombe qu'au collectif des amicales de l'UCAD et non à des entités individuelles, mais si la revendication est inhérente à une question cruciale comme la bourse, il n'est pas question que ces étudiants-là soient sanctionnés, surtout que ce soit le ministre qui en parle alors que la procédure doit être sur interne. Donc le collectif des amicales de l'UCAD affirme et confirme qu'il fera tout ce qui est en ses capacités pour qu'il n'y ait pas de sanctions par rapport à ces étudiants-là. L'autre chose, c'est par rapport aux bourses d'accompagnement qui fait l'objet depuis quelques jours de vives polémiques parce que le ministre a dit qu'il n'allait pas payer ces bourses d'accompagnement. Il était important aujourd'hui de clarifier ce qu'est réellement la bourse d'accompagnement parce que la bourse d'accompagnement est destinée aux étudiants qui sont en deuxième année de master et qui ont déjà consommé leur bourse pédagogique alors qu'ils n'ont pas encore soutenu. Et cette non-soutenance-là n'est pas de la faute des étudiants mais incombe à un système défaillant qui fait que l'étudiant, dès son arrivée, le prof lui dit qu'il ne peut pas soutenir au bout de 2 ans alors que la durée légale du master est de 2 ans. L'étudiant devra rester 3 ou 4 ans avant de soutenir son mémoire. RFM, la radio de toute l'actualité. Nous l'avons appris ce matin, le paiement de l'assistance aux victimes des violences politiques entre 2021 et 2024 va démarrer cette semaine. C'est une annonce du secrétaire général du ministère de la Famille et des Solidarités. El Hadj Ndiogou Diouf révèle que ce paiement va se faire par transfert et par chèque. Il souligne par ailleurs que les réclamations des ayants droit non enregistrés sur la première liste ont été prises en compte. Écoutons El Hadj Ndiogou Diouf, interrogé par El Hadj Ndiogou Diène. Ce que je vous ai dit la dernière fois, je pense que c'est très précis. On va commencer à payer cette semaine, c'est ce qu'on avait dit, et on va le faire. On va commencer à payer. C'est un nombre, donc on va programmer un nombre précis de personnes à payer chaque semaine et jusqu'à ce que tout soit totalement fait. On sait qu'il y avait des omissions, des ayants droit qui se disaient oubliés sur la première liste. Est-ce que ce problème a été réglé? Il n'y a pas d'omission du tout. La base, elle était très clair, on avait précisé un certain nombre de personnes. Je pense que si je me trompe, c'était 2172 ménages personnes qui avaient été recensées, 79 cas de décès, et un nombre invariable de blessés. Les blessés, on les prend en charge tous les jours et on les soigne tous les jours. Donc ça, vraiment, c'est notre activité au quotidien. Maintenant, la liste qui avait été fermée, il y a des gens de plus en plus qui viennent et qui disent qu'ils avaient été victimes. Dans ce cas-là, on regarde les éléments de preuve. Il faut amener un élément de preuve, un dossier et une enquête, suivi d'une enquête. Et si vous êtes véritablement déclaré comme répondant aux critères, on vous enrôle. En plus de ce qui a été retenu, en plus des 2172, si une personne estime qu'elle est victime et qu'elle en ait les preuves, qu'elle nous les amène avec un dossier complet, on les enrôle dans une autre base de données. Vous avez recensé combien de personnes qui sont dans ce cas précis? Non, ça vient tous les jours. Franchement, ça vient dans le courrier, ça vient tous les jours. À date, je ne peux pas vous donner de nombre précis, mais ça vient tous les jours. Quelles sont les modalités pour le paiement? Il y a des gens qui sont peut-être pas, qui sont dans des endroits très éloignés, qui ne peuvent pas recevoir peut-être de chèques ou aller les encaisser. Pour ces personnes-là, on est en train de voir les modalités de transfert. C'est comme ça, les bourses de sécurité familiale, en général, c'est des transferts monétaires conditionnels. Pour les autres, c'est des chèques. 12h15 à Nioro. C'était ce week-end. Inculpé pour détournement de deniers publics et placé sous contrôle judiciaire dans l'affaire Tabaskingom,
Mohamed Ba brise le silence. L'ex-directeur général de la PROSI et maire de Nioro clame son innocence. Pour sa première sortie depuis le début de cette affaire, Mohamed Ba déclare qu'il a toujours abattu un travail acharné et en toute transparence au service de son pays. On l'écoute. En ce qui me concerne, je salue votre soutien et vos prières durant les moments difficiles que j'ai vécus. Mais je tiens à préciser que j'ai toujours été au service de mon pays dans la droiture et la transparence. J'entends beaucoup de rumeurs, mais je sais qui je suis. Sachez que moi, Mohamed Ba, je ne suis pas dans des détournements et autres choses illicites. Soyez-en rassurés. Cependant, la commune de Nioro traverse des difficultés. Les populations souffrent à cause d'un manque d'infrastructures. Nioro non plus n'a pas d'espace pour l'agriculture, entre autres. Donc, je lance un appel pressant aux autorités étatiques et locales afin de nous aider pour le développement de la localité. Les propos de Mohamed Ba recueillis par notre correspondante à Kaolack, Fatou Mbow, en marge de la ziara annuelle Maba Diakhouba tenue ce week-end. Sur le rappel à Dieu de Serigne Moustapha Saliou Mbacké, fils de Serigne Saliou Mbacké, 5e khalife de Serigne Touba, les fidèles se rappellent d'un homme multidimensionnel. Le député Cheikh Thioro Mbacké et Mapenda Faye, coordonnateur du mouvement Tawfekh, les réconciliateurs, parlent d'une lourde perte pour la communauté mouride. Leurs témoignages sont recueillis par Pape Balagueye. Je dirais que c'est une lourde perte pour la communauté mouride, une perte pour le Sénégal et la Oumma islamique. Serigne Moustapha Saliou était unique en son genre au sein de la communauté mouride. Un exemple patent qui n'a vécu que pour Serigne Touba Khadim Rassoul et qui a bâti un travail colossal pour pérenniser ses œuvres. Nous retenons beaucoup de choses de lui, beaucoup de souvenirs. Quand nous étions plus jeunes, on allait le retrouver près de chez Serigne Ibrahima Mbacké, après les cours, chez Serigne Bousso Imam. C'était là-bas où il s'était installé pour suivre les travaux de la grande mosquée. Il prenait le temps d'échanger avec nous pour évaluer notre niveau et après chaque séance, il nous offrait des pièces de monnaie 100 francs ou 200 francs pour nous récompenser. Tout le monde a remarqué son engagement au sein de la communauté mouride et même du temps de Serigne Saliou Mbacké. Lors des Magal avec les délégations gouvernementales qui venaient, il ne ratait jamais l'occasion de rappeler les principes de Serigne Touba Khadim Rassoul. Aujourd'hui, nous pouvons dire que c'est une lourde perte pour la communauté mouride. La preuve, le nombre de fidèles présents hier à la mosquée jusqu'à 2 heures du matin pour son inhumation est rare. Nous prions pour que le Tout-Puissant l'accueille dans son paradis. Selon nos dernières informations, il est décédé au moment où il partageait avec des fidèles les enseignements de Serigne Touba Khadim Rassoul pour montrer à quel point il l'adorait. Et puis avant de boucler la première partie de cette édition, parlons des risques d'affrontement à Noto Diobass dans le département de Thiès. À l'origine, un litige foncier qui oppose les populations à un promoteur immobilier. Le promoteur en question a brandi une délibération de la mairie de Noto Diobass portant sur 96 hectares. Les habitants du village cultivateur, pour la plupart, disent non à l'accaparement de leurs terres. Ils sont sortis en masse dénoncer le problème. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Ces populations de Thiéwo, dans la commune de Noto Diobass, dans une colère noire, sont sorties pour dénoncer cette injustice. Un promoteur immobilier qui veut s'accaparer de leurs terres. Babacar Sis, un habitant du village. Prendre en témoin l'opinion nationale et internationale sur un problème foncier qui nous oppose, nous habitants du village de Thiéwo, contre le promoteur Baïmbaï, qui veut exécuter un projet de lotissement dans notre village. C'est qu'en 2018, le maire de la commune de Noto Diobass, Moussé Alioune Sarr, a pris une décision controversée de délibérer une superficie de 96 hectares dans notre village sans pour autant que la population soit au courant. Ces populations pointent du doigt le conseil municipal de Noto Diobass. Ils nous ont caché la délibération. Jusqu'en 2024, il a fallu qu'on les contourne pour avoir une copie de cette délibération. Ce sont ces mêmes autorités aujourd'hui qui nous appellent à la table de négociation sous prétexte que le promoteur a déjà investi son argent, ce que nous jugeons trop enfantin. Et nous avons refusé catégoriquement. Les jeunes du village de Thiéwo, déterminés à aller
jusqu'au bout de leur logique, disent non à l'intimidation. On a constaté que ce refus nous a coûté des convocations à n'en plus finir à la DSCOS et à la gendarmerie, peut-être pour essayer de nous intimider. Nous sommes prêts à y laisser nos vies, qu'ils sachent que ce projet ne passera plus ici à Tchéo. Les habitants de Tchéo souhaiteraient conserver leurs terres pour continuer à s'adonner aux travaux champêtres. C'est ainsi qu'ils lancent un appel au chef de l'État pour réparer cette injustice. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. RFM. L'actualité internationale. Le journal international avec vous, Georges Déthié Diop. Bonjour. Bonjour, Souleymane. Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale au Mali. Début des consultations ce lundi. Consultations avec les forces vives. Elles sont menées par la commission ad hoc mise en place en décembre dernier. Les consultations vont se poursuivre jusqu'à vendredi. Sodakia. L'ancien Premier ministre Ousmane Issoufi Maïga, président de la commission, les rapporteurs et experts membres rencontrent ce matin les autorités et légitimités traditionnelles, les représentants des confessions religieuses, les communicateurs traditionnels, la confrérie des chasseurs. Dans l'après-midi toujours, ce sera au tour des organisations de femmes, de jeunes et de personnes vivant avec un handicap, les organisations intervenant dans le domaine de la gouvernance, des libertés, des droits humains contre la corruption. La commission entend appliquer les dispositions de l'article 8 du décret relatif à sa création et qui lui donne la latitude de consulter les forces vives. Cette méthodologie a prévalu lors du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale tenu de février à mai 2024 et lors de la mission de la commission de rédaction de l'avant-projet de charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale qui a travaillé de juillet à novembre dernier. Les deux processus ont été conduits par l'ancien Premier ministre. Les consultations se poursuivent cette semaine du mardi au vendredi. La commission recevra les partis et regroupements politiques, les syndicats, les organisations socio-professionnelles, le patronat, les universités, les organisations professionnelles des médias, les autorités administratives indépendantes. À partir du vendredi et jusqu'en début de semaine prochaine, les membres de la commission feront le tour des institutions de la République. Au Mali, toujours 5 terroristes dont Osama Abouanes tués lors d'une opération à 60 km au nord de Gossi dans la région de Gao. Selon le communiqué de l'état-major général des équipements militaires, un pick-up et du matériel entrant dans la fabrication d'engins explosifs improvisés ont été récupérés. Le communiqué précise qu'Osama Abouanes, qui était recherché, était le principal coordinateur de la logistique des terroristes entre Gourma et le Haoussa. En République démocratique du Congo, plus de 70 corps sans vie, majoritairement des femmes, des enfants et des personnes âgées, ont été retrouvés dans une église du territoire de Lubero à près de 3000 km de Kinshasa. Selon Radio Okapi, cité par Apanius, les victimes, ligotées et décapitées à l'arme blanche, avaient été enlevées le 12 février dernier. La société civile demande l'ouverture d'une enquête et le déploiement urgent des forces armées pour protéger la population. L'administrateur du territoire de Lubero a indiqué qu'il examinerait la situation. En Côte d'Ivoire, tollé après les propos d'un ministre RHDP sur les origines de Tidiane Thiam. Le ministre délégué auprès du ministre des Transports, Célestin Sereido, s'était attaqué jeudi au président du PDCI en tenant des propos jugés xénophobes par la classe politique. Le PDCI a déposé une plainte contre lui à Abidjan. Célestin Sereido, ministre délégué auprès du ministre des Transports et président du conseil régional du Guémont, dans le Grand Ouest de la Côte d'Ivoire, s'est adressé aux populations de sa région concernant la candidature de Tidiane Thiam au présidentiel de 2025. Sa vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux, relançant le débat sensible de l'ivoirité en Côte d'Ivoire. Il s'appelle Thiam. Son papa est sénégalais, sa maman est sénégalaise. Parce qu'il a grandi chez Oufé, on dit c'est notre frère. Or, Alassane même, qui a grandi, qui a sa maman de Guinée, on dit qu'il n'est pas ivoirien. Donnez-moi de quelle région appartient le nom Thiam en Côte d'Ivoire ici. Thiam, ça vient. Pour le moment, c'est un avant-goût, je vous donne. Quand les capables vont s'ouvrir, je vais vous parler. Nous, là, on est dans la vérité. Bah, Thiam, là, j'ai fait qu'en direct, on est en train de l'écouter. Son papa est sénégalais. Sa maman est sénégalaise. Mais comme vous pouvez voir, il lui parle de sous-région, il a accepté. Mais si on t'a accepté là, il faut te limiter.
Ces déclarations du ministre interviennent dans un contexte politique tendu à 9 mois de la présidentielle de 2025. Elles ont indigné la classe politique ivoirienne, notamment le PPAC de Laurent Gbagbo, qui, dans un communiqué, a estimé que ces déclarations xénophobes traduisent la fébrilité du camp présidentiel à l'approche des élections. Le PDCI a quant à lui déposé une plainte officielle auprès du procureur de la République pour propos xénophobes et incitation à la haine identitaire. Gobia Yabi, Abidjan, RFM. Et puis l'Arabie Saoudite qui accueille demain une réunion préparatoire entre hauts responsables russes et américains en vue d'un sommet entre Donald Trump et Vladimir Poutine sur l'Ukraine. Une information que l'AFP tient d'une source proche du gouvernement saoudien. Selon l'agence de France Presse, le conseiller à la sécurité nationale du président américain et l'envoyé spécial pour le Moyen-Orient vont représenter les États-Unis. Merci Georges Détié-Diop. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue, nous débattrons des mesures d'austérité annoncées par le gouvernement du Sénégal au lendemain de la publication du rapport d'audit sur la situation globale des finances publiques au Sénégal, rapport de la Cour des comptes. Et pour en parler, nous serons avec Thierno Thioune, économiste, directeur du Centre de recherche en économie appliquée CREA, et Brahim Gueye, expert en management stratégique, enseignant à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. RFM Sport. Tout de suite, le journal des sports avec vous, Malal Junior Diagne, bonjour. Bonjour Suleiman. Ligue 1, le Jaraaf vise la première place du classement cet après-midi. C'est à l'occasion de son match qui va l'opposer à l'équipe des HLM de Dakar qui occupe actuellement l'une des dernières places de ce classement. Les Verts et Blancs, actuellement deuxième derrière l'Union sportive de Gorée, veulent gagner pour occuper la première place en attendant de voir la mise à jour de cette Ligue 1 sénégalaise sur le Tchad. À 3 longueurs du leader, l'US Goréenne, le Jaraaf de Dakar, classé 3e, a la chance de chipper cette première place s'il parvient à battre son adversaire du jour, HLM, avant-dernier du classement. Mais l'entraîneur des Verts et Blancs ne sous-estime pas l'adversaire, Malik Daf. Nous voulons gagner ce match, mais rien n'est gagné d'avance. Donc il faut matérialiser ça sur le terrain parce qu'on ne sous-estime personne. On sait que HLM a quelques soucis parfois. Parce qu'ils viennent de monter en division 1, c'est vrai, parfois dans l'apprentissage de l'élite, il y a quelques soucis. Mais c'est une très bonne équipe qui est vraiment très respectée ici parce que c'est une équipe joueuse qui a de très bonnes réalités. C'est une équipe qui joue bien au ballon. Je pense qu'il faut avoir beaucoup de respect pour cette équipe. C'est vrai qu'ils sont dans le bas du tableau, mais c'est une très belle équipe. Une équipe joueuse, une équipe qui a des bons joueurs. Mais nous sommes le Jaraaf comme toujours. En tout cas, on joue toujours les matchs pour les gagner, quel que soit l'adversaire qui est en face de nous. Mais on a beaucoup de respect pour cet adversaire. Non, ça, je le dis haut et fort. Même s'il est actuellement relégable, HLM compte jouer son va-tout pour sortir de cette zone rouge, nous dit le coach adjoint El Hadj Sow. On a bien travaillé dans la semaine pour aller faire un résultat positif. Bon, on sait que Jaraaf aussi vient d'une défaite et nous de 2 matchs nuls. Ce ne sera pas facile, mais on est prêt pour aller chercher un résultat positif ce soir. La rencontre Jaraaf-HLM est prévue au stade municipal de Yoff à 16h30. Rappelez aussi que le Jaraaf de Dakar a un match en retard programmé le 23 février et ce sera contre Guédiawaye Football Club. Des rencontres qui avaient été initialement prévues hier dimanche qui ont été annulées pour manque de services d'ordre qui vont être reprogrammées très prochainement. Ces rencontres concernent l'équipe de Agel de Rufisque qui doit jouer contre Oslo. Gorée doit jouer contre l'équipe de Guédiawaye Football Club pour le compte de la Ligue 2 également. Dernier acte pour cette 15e journée, Niary Tally joue dans l'après-midi contre le Dakar University Club. Élection à la Fédération sénégalaise de football, Abdoulaye Sow a fait son choix. Il a opté pour soutenir le candidat du Manko. Qui sera-t-il? La réponse est à venir dans les prochains jours. Abdoulaye Sow, actuellement vice-président à la Fédération sénégalaise de football, a tenu ses propos à l'occasion d'une finale navétane qui s'est tenue dans sa ville à Kaffrine. Nous sommes dans le timing, dans 6 mois, il y aura les renouvellements de la fédération. Mais l'essentiel, c'est de préserver les actes. Le plus important, ce n'est pas les candidatures qui se déclarent. Le plus important, c'est que le processus garante et que la démocratie soit respectée et que nous sachions, nous tous, que nous servons ce football. Ce n'est pas des ennemis, c'est des adversaires pour une compétition. Ce que je souhaite, c'est que le Manko qui nous a conduit à la première Coupe d'Afrique, l'autorité légitime du président Augustin Senghor, ce Manko-là soit même, quelles que soient nos divergences, quelles que soient nos positions, pour que nous puissions discuter et arriver à un consensus très large. À défaut d'un consensus, arriver à un vote démocratique. Les
vainqueurs assumeront leurs responsabilités, les vaincus continueront à servir le football. Madi Touré a perdu aux dernières élections, mais il n'a pas arrêté de servir le football à travers son club, à travers son engagement personnel. Je crois que c'est cela. C'est le plus important maintenant des déclarations de candidature, ça et là. C'est normal, c'est la vie démocratique. Le Sénégal est un pays démocratique. Et en tout cas, moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut travailler à la paix. Un poste de président de fédération qui intéresse pour l'instant ces candidats officiellement déclarés. Il s'agit de Madi Touré de Génération Foot, de Eliman Lam également qui est du COMEX, mais également de Cheikh Tidiane Seck, président du Jaraaf. Suleiman. Merci Manal Junior Diagne. Avant d'aller au bureau, avant de commencer votre journée et que vous dégusterez tout au long de la journée, voilà ce qu'il vous faut. Le café Toraldo. De pur Arabica, les meilleures graines sélectionnées par des experts du café. Existe en capsule ou en emballage classique. Une expérience de dégustation exceptionnelle à faire vibrer vos papilles. Découvrez la diversité des cafés Toraldo. À chacun son Toraldo. Pour vos commandes, appelez au 78 717 11 11 ou au 76 456 12 13. Nos produits sont disponibles partout au Sénégal. Le must du café, c'est les cafés Toraldo. Café Toraldo, le must du café, vous offre la revue de presse. La presse du jour, lue pour nous par Mohamed Ali Mouba. Bonjour. À la une, le plan d'austérité du gouvernement du Sénégal. Bassirou Diomaye va-t-il franchir le pas plusieurs décennies après les fameux ajustements structurels? Face à ce qu'il appelle dérapage incontrôlé des comptes publics, l'heure semble être à la rigueur budgétaire. Le journal Les Échos prédit ce matin des coupes sombres partout. Gourgourlou, déjà à la peine, devrait vivre des moments difficiles. Baisse des salaires, suppression des agences, levée des subventions, l'électricité, le carburant devrait coûter encore plus cher. À la main de l'eau, le secrétaire général du gouvernement a donné la mauvaise nouvelle hier. Relève le confrère. Pour Tribune donc, Sonko a fini de lancer son onde de choc sur le pouvoir d'achat. Le public informe pour sa part que couteau au cou, le Sénégal a fini par plier face aux injonctions du FMI et de la Banque mondiale qui, dans leur mission de septembre dernier, ont exigé aux malades un remède de cheval. L'Observateur annonce lui aussi un grand ménage à Air Sénégal, pilote contrat sur effectif, place à la restriction. Dans son commentaire du jour, Vieux Savané écrit ce qui suit dans les colonnes de Sud Quotidien. Le gouvernement demande de serrer la ceinture, oui, mais il faudra nous convaincre de le faire. Vous d'abord, avant nous, a-t-il souligné. Oui, la meilleure manière de mobiliser les troupes, c'est de se mettre en première ligne. On jette les costumes, on baisse les salaires des ministres, on rationalise les agences, on en finit avec ces longs cortèges de voitures rutilantes, les voyages en première classe aux frais de la princesse, en un mot avant tout et avec tout, le clinquant et le matu-vu qui coûte cher au trésor public et n'apporte aucune plus-value. En tous les cas, ces mesures d'ajustement structurel, d'austérité annoncées par l'État, c'est le rêve d'un pacte social qui se brise, croit savoir le journal L'Info. Le président avait rappelé la nécessité d'une conclusion avant la prochaine fête du travail, dont nouveau pacte social avec les centrales syndicales et les organisations d'employeurs. Sauf que pendant que le chef de l'État milite pour la paix sociale, donne des instructions dans ce sens, eh bien, la paix sociale ne cesse pas de se dégrader. Les foyers de tension s'allument partout et s'attisent même dans tous les secteurs. L'indifférence des autorités de tutelle et les vagues de licenciements sont dénoncées. Le quotidien pointe une surchauffe syndicale. Abbas Fall, le tout nouveau ministre du Travail, tente de calmer les mécontentements, mais apparemment rien n'y fait. Le SAMES, le syndicat des médecins, se concerte. Le SAES, le syndicat des enseignants du supérieur, annonce lui une grève. Sud Quotidien parle de crise de l'enseignement au supérieur. Le secteur de la santé, là-bas, le biétiste du Soleil, Sidi Diop, constate que des blouses sont en berne. 2 jours de grève décrétés, c'est la conséquence d'un système de santé qui souffre.
Bonjour. Nous reparlons du rapport de la Cour des comptes. Le président de la République en parle pour la première fois de retour d'Addis Abeba où il a pris part au sommet de l'Union africaine. Bassirou confirme des dérapages dans la gestion des finances publiques mais promet de rectifier. Il demande plus de patience selon Le Soleil. Mais le journal Vox Populi note que la paire, lui, continue de clamer son innocence. Des plaintes sont en vue contre la Cour pour, je cite, faux usage faux et discrédit sur l'honorabilité de citoyens exerçant des charges publiques. Adjibet Kankanouté, ancien de Benno Bokk Yakaar, devenu nouvel allié de PASTEF, demande des poursuites judiciaires contre ses anciens camarades. Léoutine d'Africarium Center lui appelle à dépolitiser totalement toute action de reddition des comptes. Que se passe-t-il à PASTEF? El Malick Ndiaye pointe des traîtres dans le parti, ou plus exactement des loups déguisés en agneaux qui sapent la dynamique de la machine. Dans le journal Vox Populi, il dit: vous verrez sous peu ces ennemis de l'intérieur que Sonko va débusquer. Vous verrez, c'est des individus insoupçonnés. Dans le journal L'Observateur, El Malick Ndiaye révèle que des ennemis ont devancé donc le gouvernement chez les partenaires financiers pour les étouffer. Bonne nuit à tous. Avant d'aller au bureau, avant de commencer votre journée et que vous dégusterez tout au long de la journée, voilà ce qu'il vous faut. Le café Toraldo, du pur Arabica, les meilleures graines sélectionnées par des experts du café. Existe en capsule ou en emballage classique. Une expérience de dégustation exceptionnelle à faire vibrer vos papilles. Découvrez la diversité des cafés Toraldo. À chacun son Toraldo. Pour vos commandes, appelez au 78 717 11 11 ou au 76 456 12 13. Nos produits sont disponibles partout au Sénégal. Le must du café, c'est les cafés Toraldo. Café Toraldo, le must du café, vous a offert la revue de presse. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. À 12h36, bienvenue dans notre rubrique Point de vue. Nous allons débattre des mesures d'austérité annoncées par le secrétaire général du gouvernement ce week-end sur les ondes de notre télévision nationale, disons la RTS, au lendemain de la publication du rapport d'audit donc de la Cour des comptes, rapport qui a audité et certifié le rapport du gouvernement sur la situation globale des finances publiques après donc les élections passées, sous réserve des constatations qui ont été faites par les vérificateurs et qui ont donné lieu à des recommandations. Nous avons suivi ces derniers jours le débat plutôt politique et juridique avec nos deux invités du jour, Thierno Thioune, économiste, directeur du Centre de recherche en économie appliquée, et Birahim Gueye, expert en management stratégique, enseignant à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Nous allons tenter une lecture économique, avant d'entrer dans le vif du sujet. Thierno Thioune, bonjour. Bonjour Souleymane. Alors, quelle lecture strictement ou purement économique faites-vous de ce rapport? Du rapport de la Cour des comptes. De la Cour des comptes, avant de parler des mesures d'austérité, juste un mot sur ce rapport. Tout à fait. Je dois d'abord préciser que je suis ancien directeur du CREA. Ah, pardon. Autant pour nous alors. Parfait. Donc, vous savez, aujourd'hui, la lecture condensée des enseignements du rapport d'audit de la situation des finances publiques du Sénégal, en tout cas, montre avec précision qu'il y a un problème de transparence et d'exactitude des données. C'est ça la première remarque qu'il faut en tout cas retenir. Et pour exemple, vous savez qu'aujourd'hui, on parle des questions de rattachement irrégulier. C'est-à-dire il y a des irrégularités dans le rattachement. Par exemple, si vous prenez en 2021, 50 milliards de francs CFA de recettes ont été comptabilisés en 2020 en faussant les chiffres des recettes de l'année précédente et sous-évaluant le déficit de 2021. Et comme enseignement, c'est qu'il est crucial dans cet état-là, cet état d'esprit, de respecter les principes comptables pour assurer la transparence. Donc, ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a au-delà des enseignements de manière générale, il faut savoir faire une lecture comptable, financière et économique du rapport de la Cour des comptes. Ce qui n'est pas été le cas, donc tout le monde y va de son commentaire, mais je crois qu'il est important pour les chercheurs, pour les experts, véritablement de pouvoir faire la dichotomie, c'est-à-dire la dissemblance entre l'aspect comptable du rapport
l'aspect financier du rapport et l'aspect économique sur lesquels nous allons revenir tout à l'heure. N'est-ce pas Birahim Gueye, bonjour. Bonjour, Monseigneur. Je rappelle que vous êtes expert en management stratégique et que vous enseignez à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Justement, dans le prolongement de la question, quelles sont, selon vous, quelles ont pu être les conséquences économiques des dérives qui ont été pointées au plan comptable financier du rapport d'audit de la Cour des comptes? Merci, Monseigneur, pour cette question. Vous me permettrez de saluer mon ami et frère Thierno Thioune, avec qui nous partageons beaucoup de choses. En fait, nous sommes au Sénégal, le pays de la falsification, de la manipulation et de la triche. Je pense que ce que nous sommes en train d'observer témoigne de la nécessité d'une révision en profondeur des modalités de fonctionnement de notre État. Au-delà de la question comptable et financière, je pense que nous sommes face à un problème culturel. Chacun parmi nous peut être témoin dans son entreprise, dans son administration, à la maison même, de ces types de pratiques qu'on a fini de conceptualiser à travers des concepts comme le DOR. Et on n'a pas suffisamment analysé d'un point de vue sociologique, d'un point de vue culturel, les méfaits de telles situations. Et aujourd'hui, nous semblons tous être surpris qu'on nous parle de ces manipulations, mais tout pendait devant nos yeux et nous n'avons absolument rien fait. Et dans l'économie réelle, comment ça se traduit? Dans l'économie réelle, cela se traduit par une incapacité à prévoir. Et aujourd'hui, si le président de la République en arrive à parler de ne pas avoir de marge de manœuvre budgétaire et de ne pas pouvoir engager ou respecter des engagements qui ont été tenus entre l'État et les syndicats au point d'envoyer des signaux négatifs en termes de pour les consommateurs, pour les investisseurs et au-delà pour l'économie tout entière, ce qui peut avoir des conséquences terribles. Et les dernières déclarations du secrétaire général du gouvernement ne vont pas aussi dans le sens de rassurer les consommateurs dans une économie où les gens avaient fini d'arrêter de consommer. Ce qui est terrible pour une économie. Je pense qu'il faut qu'on sache raison garder et qu'on revienne à au moins une doctrine beaucoup plus favorable à une économie qui marche et surtout à la résolution des problèmes de pauvreté que nous vivons aujourd'hui. Et ce n'est pas en réduisant les salaires, ce n'est pas en supprimant les subventions, c'est en agissant sur d'autres leviers qui ne manquent pas et qui sont là. Malheureusement, on a l'impression qu'on ne regarde pas là où il faut regarder. On reviendra là-dessus tout à l'heure pour vous permettre de développer vos propositions alternatives, disons. En attendant, Thierno Thioune, sur le détail des mesures qui sont annoncées, qui ne sont pas exhaustives, hein, mais en tout cas, les grandes lignes ont été dégagées, notamment un plan d'austérité, réduire les salaires, supprimer les subventions non ciblées, non prioritaires, notamment dans le domaine de l'énergie. Est-ce que ce sont là les bons ingrédients d'une recette qui nous permettra de sortir de cet engrenage? Merci beaucoup, Suleiman. Permettez-moi d'abord de saluer vraiment mon ami et frère, le professeur Birahim Gueye. À lui tout seul, il pourrait disséquer véritablement les rapports et donner des voies de solutions, des pistes de solutions. Donc, professeur Birahim, vraiment, je vous salue et je suis très heureux de partager avec toi ce point de vue. Donc, Birahim, pour revenir à votre question, vraiment, la réponse qu'il faut donner, c'est qu'aujourd'hui, les mesures d'austérité annoncées par le secrétaire général du gouvernement, M. Al-Aminou Lo, notamment la baisse des salaires, vous venez de le dire, des fonctionnaires, et un moratoire, il faut le dire, sur les augmentations. Parce qu'en réalité, les salaires aussi, au-delà des salaires, il y a des augmentations de salaires qui sont prévues. Mais également les nouvelles revendications. Vous savez, aujourd'hui, en tout cas, le mouvement syndical est en remous, donc ce sont de nouvelles revendications, surtout pour les petits fonctionnaires, ceux qui touchent des salaires moindres. Ce qui fait qu'aujourd'hui, cette annonce vient en tout cas dans un contexte de crise économique ou financière, parce que le président de la République, Birahim l'a rappelé, a dit qu'il n'y a pas de marge de manœuvre. Donc les marges de manœuvre sont inexistantes. Cela veut dire quoi? C'est qu'aujourd'hui, il faut réduire les dépenses publiques. C'est ça la première chose. Il faut réduire les dépenses. Mais comment? Et là, on va y revenir. Il faut stabiliser les finances de l'État. Parce qu'en réalité, les finances de l'État vont dans tous les sens, sauf dans le bon sens. Il faut le dire. Parce qu'aujourd'hui,
c'est une question de nécessité économique parce que dans ce contexte de crise, les mesures peuvent être nécessaires pour rééquilibrer les finances publiques et éviter un déficit, parce que le déficit, il est à l'ordre de 12%, c'est abyssal, il faut quand même revoir cela. Maintenant, est-ce que cela est une bonne mesure, c'est la mesure la plus adéquate, c'est la mesure la plus nécessaire? Ce qu'on peut dire, c'est que nécessairement, il y aura un impact social énorme. Donc ces mesures, il faut le dire, vont avoir des conséquences sociales négatives. Ça, il ne faut pas, en tout cas, daigner de le dire, il faut le dire. Ce seront des conséquences sociales, je dis bien sociales. Économiquement, ça peut être positif, mais vous savez que l'économie doit régler les pathologies sociales, doit être au service du social. Maintenant, ces mesures peuvent être nécessairement positives dans le sens économique, mais négatives dans le sens social. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, et peut-être je vais finir sur ça, la baisse de ces salaires et le gel de ces augmentations, la suppression des subventions, peut-être en tout cas demandé par les partenaires techniques financiers, peuvent réduire le pouvoir d'achat des fonctionnaires. Vous savez que l'État du Sénégal est un État particulier, c'est un État macrocéphaliquement, en tout cas assez gangréné, structuré, c'est comme un mammouth ou avec un géant avec de petits pieds qui font que lorsqu'un petit choc ou bien en tout cas il y a des remous, ça se ressent indéniablement sur le fonctionnaire. Et c'est bien ce que le président disait quand il dit que les marges sont réduites, quasi inexistantes. Ça veut dire qu'en cas de choc, le Sénégal ne pourra pas faire face. Maintenant, toujours sur les impacts économiques, vous avez évoqué le côté partiellement positif, mais sur d'autres agrégats tels que l'investissement, tel que la croissance du PIB et l'inflation aussi, est-ce que les conséquences seront nécessairement positives? Mais au-delà même sur la consommation, l'impact négatif, c'est tout le secteur privé et la croissance économique. Ce qu'on ne dit pas, c'est qu'aujourd'hui, une mesure d'austérité donne le fruit contraire, en tout cas, d'une mesure de relance. Aujourd'hui, je crois que le pays a besoin de mesures de relance, de politiques d'offres, en tout cas qui permettent un peu de relancer l'économie. Mais les mesures d'austérité ne feront que gangréner et encore diminuer la consommation, ce qui peut avoir un impact négatif, je le dis bien, sur le secteur privé et la croissance économique. Mais au-delà, même cette réduction, en tout cas annoncée des salaires, va poser un problème d'équité. Parce qu'aujourd'hui, cette mesure va concerner les hauts fonctionnaires, c'est vrai, mais ce qui peut être perçu comme étant un geste d'équité peut cependant se révéler étant comme une mesure qui va être trop dure pour les fonctionnaires les moins bien payés, qui sont souvent les plus vulnérables. Donc, la résolution du problème, il faut le dire, ne sera pas que seulement dans le court terme avec ces baisses, en tout cas tendancielles de court terme de ces mesures. Pour stabiliser les finances publiques, il faut, moi à mon sens, aujourd'hui, le Sénégal, on ne débat pas assez des questions de finances publiques. À mon sens, des institutions qu'on a supprimées jusqu'ici, on devrait en créer d'autres qui sont les plus techniques. Il faut, comme le Sénat français qui existe, en tout cas autour desquels on va débattre des questions financières. Il faut la mise en place d'une haute autorité des finances publiques pour prendre à bras le corps ces questions et qui nous éviterait de diluer, de falsifier et de régler ces questions. Donc aujourd'hui, l'incidence sur la masse salariale, c'est la première, en tout cas, chose qu'il faut noter. Il y aura une réduction de la masse salariale. Et cette réduction de la masse salariale, c'est des politiques, en tout cas, contre-productives qui ne feront que gangréner encore l'ensemble des fonctionnaires. Merci beaucoup. Ça va diminuer la motivation des salariés. Merci. Il faut le dire. Merci. Et également, va poser des problèmes de répartition des coûts. N'est-ce pas? Merci Thierno Thioune, économiste et ancien directeur du Centre de recherche en économie appliquée. Les 2 dernières minutes pour vous, M. Birahim Gueye, professeur expert en management stratégique, enseignant à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Je voulais dire professeur à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, et peut-être pas le titre, je ne sais pas trop, vous me préciserez. Mais en tout cas, comment, aujourd'hui, c'est ça les termes de l'équation, comment réduire le train de vie de l'État, préserver autant que faire se peut le pouvoir d'achat, tout en restant sur la trajectoire de croissance, notamment à travers la consommation, l'investissement, etc. Quelles sont vos propositions au-delà de ce qui est annoncé pour justement résoudre cette équation-là? Merci beaucoup, Suleiman. Je suis professeur tutélaire des universités. Ah ben voilà, ça nous confirme alors.
Donc je disais que les solutions sont là, pendantes devant nos yeux. Je pense que au lendemain de l'élection présidentielle, on s'attendait à une réduction drastique du train de vie de l'État. On n'a pas vu, en dehors de la suppression d'institutions qu'on considérait comme budgétivores, il n'y a pas eu de mesures significatives. Aujourd'hui, nous notons des agences pléthoriques avec un personnel sans qu'il y ait une analyse en profondeur sur les orientations stratégiques que l'État voudrait adopter. Je pense que s'il y a un chantier, c'est déjà au niveau du train de vie de l'État. Ensuite, Thierno le disait tout à l'heure, on ne peut pas se lancer dans un contexte de récession économique à engager une politique d'austérité, alors que ce qu'il faut, c'est une politique de l'offre. C'est doper la consommation et mettre le Sénégal au travail, surtout que le pays est resté à l'arrêt depuis un an ou plus d'un an. On peut même parler de plusieurs années avec tous les événements 2021, qui sont passés avec les conflits et les tensions politiques que nous avons connues. Il est aussi important de faire preuve de devoir d'exemplarité. Je pense qu'on ne peut pas arriver au pouvoir, augmenter le budget des grandes institutions, augmenter le budget de la présidence, le budget de la primature, le budget du président de l'Assemblée nationale, et vouloir demander aux Sénégalais de souffrir en quelque sorte. Le salaire au Sénégal, ce n'est pas une donnée économique seulement, c'est aussi une réalité sociale. Le Sénégalais, qu'on soit de la classe moyenne ou de la classe moyenne supérieure, quel que soit le niveau de salaire que nous pouvons avoir, il est partagé avec sa famille au sens large du terme. On ne peut pas se permettre de se lever un bon jour et suggérer une réduction des salaires sans réfléchir fondamentalement sur les conséquences au niveau socio-économique. Et aujourd'hui, il est impératif d'oublier une telle manœuvre et d'avoir une lecture stratégique de l'environnement dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et ça passe, je l'ai dit tantôt, par une réduction d'abord du train de vie de l'État, par une politique de l'offre qui soit beaucoup plus intelligente, capable de doper la consommation, mais aussi par une sorte de révision d'un certain nombre de mesures qui existaient auparavant. Pendant longtemps, on avait la possibilité, par exemple, de réduire d'avoir une amélioration de la fiscalité. Aujourd'hui, on a une économie beaucoup trop informelle. Il faut des mécanismes pour améliorer cette situation-là et faire en sorte d'avoir une fiscalité beaucoup plus efficace en termes de recouvrement. Avoir une réallocation budgétaire vers les secteurs prioritaires, surtout les secteurs sociaux, ce qui va avoir aussi comme conséquence de renforcer la capacité à générer des ressources. D'ailleurs, il y a un paradoxe. Très rapidement, il nous reste 10 secondes. Ouais. Voilà, je disais qu'il y a un paradoxe dans la déclaration du secrétaire général du gouvernement qui disait qu'en même temps qu'il fallait réduire les salaires, il fallait augmenter au niveau de l'offre en récupérant plus d'impôts. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On vous a bien compris. Il y a vraiment une réflexion beaucoup plus importante à faire. Merci beaucoup, professeur Birahim Gueye. Merci également à Thierno Thioune. Nous vous retrouverons tous les deux dans la version Wolof de ce débat. Pour l'instant, c'est la fin de cette édition à 12h53. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et réalisé. El Hadj Ndiogou Diène à la rédaction en chef